Donc suite à la première vidéo sur le tramway, donc on va étudier la version améliorée avec le feeder. Donc voilà, sur cette première page, une description de ce qu'est le feeder. En fait, en plus du générateur initial ER, on a un générateur auxiliaire E', R', qui vient se brancher sur la ligne aérienne d'une part et sur ce qu'on appelle le feeder, qui est une ligne parallèle à la ligne principale, qui est reliée en fait à l'extrémité de la ligne. En fait, on a une connexion à la fin. En fait, on a deux câbles qui euh, sont parallèles tout le long de la ligne, et qui ne sont reliés qu'à l'extrémité. Et on va voir l'effet qu'a ce feeder sur la tension présente aux bornes du tramway. Donc on va continuer à analyser ce qui se passe au niveau du tramway, la tension U de X en fonction de la position X du tramway, avec ce nouveau générateur. Et donc l'exercice déjà part du principe qu'on va être capable d'améliorer les choses, et on vous indique que on va régler la tension E', qui est en fait le seul paramètre variable encore. On vous spécifie la valeur de R'. Donc cette résistance là, elle est imposée, elle vaut 0,01 ohm, donc une résistance de très faible valeur. Le feeder étant en cuivre, sa résistance est moindre que celle de la ligne. Alors la ligne peut être en aluminium. Enfin bon, bref, là c'est un point de détail technique. Et on vous dit qu'on va régler E' de manière à ce que U de 1 soit égal à 600 volts. En fait, on va légèrement adapter le sujet pour que ce soit un peu plus simple mathématiquement. Il n'y a pas de difficulté particulière. On va régler cette tension à 597 volts, qui est la tension que l'on a naturellement en X égale à 0, parce que donc la source initiale, il y a une chute de tension petit RI, et ça ne change pas avec ou sans feeder. Donc on va avoir la même tension en U de 1 qu'en U de 0. Voilà, donc ça simplifiera les choses. Et donc on va analyser comment varie U de X, et on va voir que ça n'est pas une fonction affine, c'est un peu plus compliqué que ça avec ce générateur auxiliaire. Alors, la méthode proposée pour analyser ce circuit dans l'énoncé, c'est les lois de Kirchhoff. Je ne me rappelle jamais comment s'écrit Kirchhoff, mais enfin, on va supposer que c'est comme ça. Dans les lois de Kirchhoff, c'est loi des mailles, loi des nœuds, loi d'Ohm. Et donc, il faut analyser ce circuit avec cette méthode-là. Donc là, on ne va pas se lancer à nouveau dans l'évaluation du nombre de branches, du nombre de nœuds, etc., etc. On peut, vous pouvez essayer de vous en convaincre que on est capable de le faire. Donc toujours est-il que la partie qui se trouve sur le rail en aval du tramway est toujours négligeable, ça change pas. Donc on a une résistance ici qui vaut XRR, qu'on a toujours la résistance XRL. Là par contre, ce qui change, c'est que la résistance 1 XRL qu'on négligeait dans la première partie de l'exercice parce qu'elle était laissée en l'air, elle n'est plus en l'air. Et elle est branchée au feeder qui a sa propre résistance RF. Donc voilà, au niveau du schéma électrique, voilà ce qu'on a. Et donc il va falloir analyser le circuit en utilisant les lois de Kirchhoff, et donc en déterminant le nombre de mailles indépendantes présentes dans le circuit. Donc il n'y a pas besoin de se lancer dans des grands calculs en appliquant la formule qu'on a déjà vue pour voir qu'en fait il y a deux mailles indépendantes.
la maille 1 et la maille 2. Et le fait est que sur ces deux mailles, il y en a une qui est traversée par un courant qui est connu, I. Donc en fait, le seul courant qui nous manque, c'est le courant qui serait porté par la maille numéro 2. Donc on va appeler ça tout simplement IF. Et on va montrer que avec cette seule variable et le courant I connu, on est capable d'exprimer tous les autres courants dans le circuit. Donc là par exemple, le courant qui circule dans XRL, eh bien on arrive à un nœud ici avec IF plus ce courant là qui vaut I. Donc ce courant là c'est I moins IF, de manière que lorsqu'on va rajouter IF, on retrouve I. Donc le courant I, il est obligé de passer par là. Là, il n'y a pas de courant, c'est laissé en l'air. Donc le courant I revient ici. Et donc on peut vérifier que IF arrivant là, au niveau de la loi des nœuds, on a I qui est égal à IF plus I moins IF. Donc c'est bien cohérent. On a un seul courant inconnu à déterminer. Donc ça n'est pas la seule variable inconnue. En fait, la deuxième variable inconnue, c'est u de x. Donc en fait, il y a un système de deux équations à deux inconnues, mais si on est capable de calculer if, on sera capable de calculer u, bien évidemment, en évaluant les chutes de tension dans tous les éléments de la maille 1 ou de la maille 2 d'ailleurs, enfin, ou d'un ensemble qui couvre la maille 1 et la maille 2. Donc ça, on ne va traiter ça que dans un deuxième temps. On va d'abord calculer le courant inconnu qui est IF. Donc, mise en équation de la maille 2. Donc, on ne fait pas l'économie des flèches de tension aux bornes des résistances, hein, on fait toujours pareil. Ici, on a R'IF. Ici, on a RFIF. Donc, bon, je ne rappelle pas comment on oriente les flèches de tension connaissant l'orientation de la flèche du courant. Donc, le courant, par là, la tension va dans l'autre sens. Et donc, XRL fois I moins IF. Et donc, une fois qu'on a ça, on peut écrire l'équation de la maille avec le sens de parcours choisi. Donc on a plus E' moins R'IF moins RFIF moins 1 moins XRLIF plus XRL fois I moins IF. Vu qu'il est dans le sens du parcours, là on l'ajoute pour ce dernier terme. Et donc tout ça, ça vaut 0. Donc là, il va falloir regrouper tous les termes en IF plutôt de l'autre côté. Donc on laisse E' là où il est. Ensuite, il va rester un plus XRLI égal à R' plus RF plus 1 moins XRL plus
XRL, le tout fois IF. Donc là, on peut proposer une simplification. 1 moins XRL plus XRL, ça devient RL tout simplement. Et donc, IF est égal à E' plus XRLI sur R' plus RF plus RL. Donc voilà pour l'expression de IF. Et donc là, on peut passer à la suite pour évaluer la tension U de X. Donc là, je vais essayer de récupérer, si j'y arrive, l'équation que je viens d'écrire. Voilà. Et ensuite, on va essayer de l'utiliser donc on va calculer U de X grâce à ce résultat là. Donc là, pour calculer U de X, eh bien, il va falloir calculer les chutes de tension dans la maille 1 par exemple. Donc on a E. Alors, j'ai fait ce travail sur l'autre, donc on va le faire aussi. La flèche de tension aux bornes de petit r, c'est RI dirigé vers le bas. Et au niveau de XRR, je vais avoir du XRRI orienté vers la droite, vu que le courant va vers la gauche. Et la flèche de tension aux bornes de XRL est déjà présente. Donc, le premier terme, c'est plus E, vu qu'on est dans le sens du parcours de la maille 1 telle que je l'ai dessiné sur ce schéma, moins RI, plus E, moins RI. Ensuite, la tension aux bornes de XRL est également dans le sens opposé au parcours. Donc on va avoir du moins XRL facteur de I moins IF. Si je ne me suis pas trompé, c'est bien I moins IF. Ensuite, U de X est dans le sens opposé au parcours, donc moins U de X. Et pour finir, moins XRRI, qui est aussi opposé au parcours. Et on a fait le tour complet, donc tout ça, ça vaut 0. Donc le résultat est U de X égale à E moins RI. Donc je le mets entre parenthèses, même s'il n'y a pas besoin. Ensuite, moins. Donc là, j'ai le terme en XRLI que je vais regrouper avec le XRRI pour en fait écrire entre parenthèses RL plus RR le tout fois I, le tout fois X. Et le dernier terme qui manque, parce que donc là en fait si je reporte, si je barre tout ce que j'ai déjà noté, le E, le RI, tout ça c'est fait, le terme qui est là et le terme qui est là c'est fait,
Donc le terme U, bien évidemment, il est de l'autre côté. Et le dernier terme qui me reste, c'est ce terme-là. Moins par moins, ça fait plus. Et donc on va avoir du plus RL IF fois X. Alors, ça peut sembler relativement trivial, mais le résultat important, c'est de noter que IF dépend de X. Et donc en fait on va avoir un X au carré, parce que donc dans IF, en fait IF c'est une fonction affine de X. Et donc on va avoir un U de X de la forme U0 plus U1 X plus U2 X carré. Donc là je les note avec des U, je ne mets pas des coefficients K. En fait tous les termes U0, U1, U2, ce sont des tensions, parce que X est sans dimension, donc X ou X carré c'est sans dimension. Et donc il convient d'évaluer ces différents termes. Donc là on peut tout de suite répondre à la question que vaut U0. U0 c'est E moins RI. C'est le seul terme d'ordre 0 qui apparaît dans cette relation, parce qu'il n'y a pas de dépendance en X, alors que là il y en a une. Et ici on va multiplier X par un terme constant, donc on va avoir un terme d'ordre 1 et un terme d'ordre 2 avec le x carré. Donc en fait, le terme le plus simple à identifier, c'est U0. Et on peut tout de suite donner sa valeur d'ailleurs, ça vaut 597 volts, ça n'a pas changé par rapport au cas précédent. Maintenant, il est nécessaire d'évaluer les autres termes U1 d'abord. Que vaut U1? Eh bien, il y a un terme qui est clairement négatif, moins RL, moins entre parenthèses RL plus RR fois I. Et le deuxième terme, on va avoir du RLIF fois X, sachant que dans ce terme U1, il ne faut prendre que la partie qui ne dépend pas de X dans IF. Et donc on va avoir du, là pour le coup tout est positif, on a du RL E' divisé par R' plus RF plus RL. Donc là, c'est U0. On a U1 et il reste U2. Alors, envers U2, eh bien c'est le terme qui reste, qui va provenir de RLIF fois X, et dans IF, il va falloir prendre le terme qui est proportionnel à X. Donc c'est RLI sur R' plus RF plus RL, qui va à nouveau falloir multiplier par RL. Donc on va avoir du RL au carré fois I sur R' plus RF plus RL. Donc voilà, en ce qui concerne les trois coefficients. Donc au passage, on peut vérifier l'homogénéité. U0 c'est E moins RI, donc des volts moins des volts, donc pas de problème.
Pour U1, le premier terme, moins entre parenthèses RL plus RR fois I, ce sont des volts. Et le deuxième terme, on a un RL fois E' sur R' plus RF plus RL, donc c'est des ohms fois des volts sur des ohms. Ça fait bien des volts. Et le dernier terme, U2, RL carré I sur R' plus RF plus RL. On a des ohms au carré fois des ampères sur des ohms, ça fait des ohms fois des ampères, et des ohms fois des ampères, ça fait aussi des volts. Donc une fois qu'on a établi ça, eh bien on peut déjà indiquer deux choses. La tension en début de ligne ne change pas par rapport à ce qu'on avait sans feeder, ça c'est la première chose qu'on a établie. La deuxième chose, c'est que cette tension évolue de manière parabolique et avec une parabole dont on peut dire que le terme d'ordre 2 est positif, donc très clairement RL carré fois I sur R' plus RF plus RL est positif. Donc on aura une parabole qui évoluera comme ceci, donc avec un minimum. Donc là, le minimum, on ne sait pas où il se trouve, il va falloir le régler, mais donc on a des branches qui partent à l'infini positif. Donc c'est bien évidemment mathématiquement c'est une chose, physiquement c'en est une autre, ça ne partira pas à l'infini. Le domaine de validité, il faut le rappeler, c'est pour x compris entre 0 et 1, mais c'est logique que l'on ait une tension qui évolue avec un creux. Il serait peu logique que grâce à un feeder qui soit branché en bout de ligne, on ait une tension qui part d'une valeur donnée, atteigne un maximum, puis retombe à une valeur plus faible à l'extrémité de la ligne. Il serait anormal que la tension se mette à grimper au milieu de la ligne et descendre aux extrémités. Donc là, on s'attend à avoir une cuvette. Et c'est bien ce que va garantir le U2 positif. Et donc le U1 dépend de E', et ça sera précisément ce paramètre de réglage qu'il va falloir fixer pour avoir le résultat souhaité. Au passage, U2, on peut en faire l'application numérique. Toutes les résistances sont connues et le courant I est connu. Le seul paramètre qui sera inconnu, c'est E' là-dedans. Donc en fait, on peut faire l'application numérique d'à peu près tout. Donc je vais lancer Scilab pour faire les applications numériques. Et donc pour correctement les faire, je vais rentrer les valeurs numériques des différents éléments du circuit. Donc on a RL qui vaut 3 ohms. C'est bizarre, ça s'affiche pas. Ah oui. Je vais le centrer. Ensuite R qui vaut 0,5 ohms. Petit r qui vaut 0,06, E qui vaut 600. Je rentre vraiment toutes les valeurs, hein, même si j'ai pas besoin de tout. Je préfère tout noter. Donc là, c'est les éléments constitutifs du circuit initial. RL, RR, petit r, E et I. Auquel je vais rajouter un R'. R petit p. Qui vaut 0,01 ohm, et un RF qui vaut 0,8 ohm. Et en fait, ce sont les seuls paramètres additionnels du circuit, donc normalement c'est bon. Alors vu que les équations se trouvent juste en dessous, je vais rétrécir ça. Et donc au niveau de l'expression de U0, je vais la réécrire, hein. U0 égale à E moins R fois I. 597, c'est rassurant. U2, ça vaut RL
au carré fois I sur R' plus RF plus RL. 118 volts à peu près. Et en ce qui concerne U1, alors U1, il y a deux termes. U11, U10 plutôt, on va l'appeler U10, le terme constant. Enfin qui ne dépend pas de E'. Moins RL plus RR fois I. Moins 175. Et ensuite, on a un coefficient devant RL, devant E' qui vaut RL sur R' plus RF plus RL. Donc là, je vais l'appeler U11, U11. Voilà. Et donc, ça vaut 0,787 à peu près. Bon, je vous laisse noter les valeurs que j'ai calculées pour les différents paramètres que sont U0, U2 et ensuite U1, un terme constant négatif, plus un coefficient qui va être devant E'. Et donc là, je reviens maintenant au tableau. Donc j'ai toujours Scilab allumé sur un autre écran. Et donc je vais noter sur le tableau ce que je viens de calculer. Donc on a U de x qui est de la forme U0 plus U1 x plus U2 x carré avec U0 égale à 597 volts, U2 qui vaut 118 volts à peu près. Si on arrondit à trois chiffres significatifs, ça fait 118. Et U1 qui est de la forme moins 175 plus 0,787, et je peux rajouter un chiffre derrière, avec 4 fois E'. Et donc l'objectif souhaité, c'est d'avoir U de x qui, donc après avoir légèrement modifié l'énoncé, on sait que on a 597 volts à x égale à 0 et on souhaite obtenir à nouveau cette valeur à x égale à 1. Ça veut donc dire que notre parabole, parce que donc c'est une équation de parabole, elle doit avoir comme axe de symétrie x égale à 1 demi. Et donc là, il sera assez simple d'évaluer le minimum, vu qu'on sait que ça sera, alors là, elle n'est pas bien dessinée, mais le U minimum, ça sera U de 1 demi. Alors, un petit rappel sur les paraboles, c'est que U' de x, bah, ça vaut U1 plus 2U2 fois x. Et le minimum implique un U' égale à 0. Or, on veut le minimum à x égale à 1 demi. Donc tout ça, ça nous permet de dire que U1 plus
2U2 fois 1 demi doit être égal à 0. Je vais écrire égal à 0. Or, donc, on a U1 qui vaut moins 175 plus 0, 7874 fois E prime plus 2U2 divisé par 2, ça fait U2. Et donc U2, 118. Et donc tout ça, ça doit être égal à 0. Par conséquent, il faut que E' soit égal à 175 moins 118 divisé par 0,7874. Et donc là, l'application numérique, je la fais hors écran, mais bon, vous pouvez la faire vous-même. La parenthèse 0,7874. Le résultat nous donne 72,4 volts. Donc pour satisfaire ce que l'on souhaite, à savoir une parabole qui plonge d'une valeur maximale qui vaut 597 volts et remonte à 597 volts pour x égale à 1. Donc on part de x égale à 0 à 597 volts et on remonte à cette même valeur à x égale à 1. Eh bien il va falloir régler E' égale à 72,4 volts. C'est une tension assez faible par rapport au générateur principal, première chose. Et deuxième chose, une fois qu'on l'a évalué, on peut complètement calculer la valeur de U1 d'abord. Donc U1, ça sera égal à moins RL plus RR fois I plus RL divisé par RP plus RF plus RL, le tout fois 72,4, enfin 0,39 si on ne fait pas d'arrondi avant le prochain. Et donc on retombe sur U1 égale à moins 118 volts. Donc voilà. Et une fois qu'on a ce paramètre qui est complètement caractérisé, le rappel de l'équation U de x nous permet de calculer U à n'importe quelle valeur. Et pour n'importe quelle valeur, donc en particulier x égale à 1,5. Donc si on pose U0 plus U1 fois 1 demi plus U2 fois 1 quart, on obtient 567,5, 4 chiffres significatifs, 567,5 volts, donc une chute de tension très faible parce que delta U qui vaut U max moins U min, U max étant égal à U de 0 et égal à U1 et valant 597 volts. Ça nous donne une chute de tension à peu près égale à 29,5 volts. Donc, chute très faible par rapport
à la première solution. Sans feeder. Donc on voit que avec ce générateur auxiliaire de tension assez faible, 72 volts, on arrive à contrer très efficacement la chute de tension le long d'une ligne de 10 km. Donc cette technique de feeder, elle est concrètement utilisée pour ce genre d'application, pour maîtriser la chute de tension le long d'une ligne de tramway ou d'autres genres de véhicules alimentés, enfin de trains alimentés par une ligne au-dessus du train. Donc c'est tout pour cet exercice et c'est tout pour cette vidéo. Donc là, l'objectif de cet exercice est de vous montrer que avec un circuit somme toute assez simple, on arrive à des équations relativement compliquées, assez simples dans la mesure où en termes de nombre de mailles requises pour la mise en équation, on est à un niveau plus faible que celui de l'exercice 7, enfin des deux exemples de l'exercice 7. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo.